Bonjour et bienvenue au prochain chapitre de notre cours. Je vais essayer quelque chose un peu différent aujourd'hui. On va voir si ça marche. C'est juste dans le format de la vidéo. Mais ce chapitre, c'est un chapitre très important en ce qui concerne la technologie, le micro-informatique, l'Internet, mail et tous les mots de vocabulaire qui nous sont indispensables et difficiles. Donc, attention, il y a beaucoup de mots de vocabulaire et il faut les apprendre par cœur. Il faut les mémoriser. En fait, si vous voulez crédit supplémentaire, vous pouvez faire des flashcards au Quizlet, par exemple. Et c'est un site en ligne et vous pouvez essayer de les faire avec les définitions en français, avec des images. Soyez imaginatif avec ce que vous faites, mais il faut faire quelque chose pour mémoriser le vocabulaire. C'est très difficile. Il y a beaucoup de choses à faire et vous avez un quiz la semaine prochaine. Donc, d'abord, vous allez voir avec le vocabulaire un grand sujet. C'est l'anglicisme. Et il y a 3 catégories que le livre discute. Les personnes qui sont laxistes, des personnes qui disent, bon, alors, on utilise le mot anglais et la langue, c'est pour les utilisateurs. Et si c'est ce qu'on dit dans la rue, c'est ce qu'il faut accepter. Il y a des puristes qui disent non, il y a des règles, il y a l'Académie française. Au Québec, il y a aussi des délégations qui décident les mots à accepter. Et donc, il faut respecter le langage et sa grammaire et sa prononciation et son esthétique et développer un mot qui va avec les standards du langage. Et il y a d'autres qui croient qu'il faut être réaliste. Que, bon, il y a une réalité, il y a quelques mots anglais qui sont vraiment très utilisés, pourquoi pas les utiliser, mais il faut aussi respecter le langage, il faut aussi faire attention à la bonne prononciation, etc. Donc, voilà les 3 point de vue, si vous voulez, et vous pouvez avoir votre opinion, et même sur le quiz, je vais vous demander ce que vous suggérez qu'il faut faire. Mais pour nous et dans le monde des affaires, je vais vous dire que il faut savoir le terme français officiel. Si vous traduisez pour le gouvernement, si votre entreprise a un contrat officiel à faire, il faut avoir le mot officiel correct en français. C'est obligatoire dans certaines situations. Mais je crois qu'il faut aussi savoir le terme de la rue, l'usage populaire pour les textos, pour les situations informelles. Quelquefois, il y a un mot officiel qui n'est jamais utilisé. La personne ne va pas comprendre. Dans un contrat, il faut avoir le terme officiel, mais quand vous parlez, vous voulez assurer la compréhension. Et donc, pour nous, en fait, je crois que nous devons savoir les deux. Et donc, ce n'est pas facile, mais vous pouvez le faire. Je suis ici pour vous aider. Mais c'est un travail. Nous avons un grand travail. Alors, le chapitre parle un peu, dans une petite histoire des informatiques, commençant avec les années 70. Et le mot était bureautique. Donc, l'informatique au bureau, c'était juste au bureau. Et la grande invention était la machine à écrire électrique. Et ça, c'était juste une machine à taper qui était électrique. Ensuite, il y avait une machine à écrire électronique avec une petite mémoire. Et puis, il y avait la machine de traitement de texte. Je me souviens, j'ai eu une machine comme ça. On a commencé à parler des choses télématiques, c'est-à-dire l'informatique de la communication du téléphone. Aux années 80, il y avait le Minitel. C'était en France, c'était bien avant le net et le web que cela soit aussi répandu. C'était avant tout cela. Et c'était en France.
et c'était un annuaire pour les noms au téléphone. Si vous voulez, j'ai commandé des billets pour un concert où il y avait beaucoup de choses que vous pourriez faire, vous auriez pu faire avec le Minitel. Maintenant, ça n'existe plus. Mais c'est intéressant que la France était bien avant le reste du monde avec le Minitel. Et il y avait, ma famille d'accueil a eu un Minitel chez nous à la maison. Mais cela n'était pas vraiment dans les bureaux. Dans les bureaux, on a attendu le macro-ordinateur, en anglais mainframe. Et la grande révolution était aux années 90 avec le micro-ordinateur dans le bureau, encore une fois. Et là, c'était l'ordinateur individuel que nous avons, comme nous avons aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Et aujourd'hui, même le micro-ordinateur, c'est un ordinateur portable, hein, ou une tablette, ou même juste un téléphone portable. Je vais mentionner ça dans notre forum de discussion, mais il y a 2 vidéos de Corning qui envisagent notre avenir avec le verre et l'ordinateur vraiment partout dans notre monde. C'est très intéressant de considérer ces possibilités, mais je crois que nous sommes toujours en train de vivre une révolution informatique et cela change nos vies dans des façons vraiment profondes. Et c'est pas toujours une bonne chose, mais c'est pas toujours une mauvaise chose. C'est la réalité, mais il y a des aspects à considérer. Alors, parlons de la micro-informatique, hein, parce que le micro-ordinateur, c'est ce qui domine. Pour le moment, je crois qu'il va mourir et nous allons avoir des tablettes et autres choses, mais pour le moment, c'est le micro-ordinateur. On parle des PC et des Macintosh. Hein, vous comprenez cela. Et encore une fois, l'ordinateur individuel, c'est le micro-ordinateur. Le PC, c'est tout ordinateur qui n'est pas un Macintosh. Et pour ceux qui aiment le PC, on parle surtout du bon prix. Pour ceux qui aiment le Macintosh, on parle surtout de sa convivialité et c'est beaucoup plus facile à utiliser, les images sont meilleures, etc. Mais c'est plus cher. Donc, à vous de décider, mais vous savez, j'imagine qu'il y a ces 2 camps. Alors, chaque micro-ordinateur a un matériel. Donc, vous avez un écran, vous avez les speakers pour le son, un clavier pour taper, une souris et l'unité centrale. Ça, c'est pas pour un ordinateur portable, ça, c'est pour le micro-ordinateur classique, n'est-ce pas? Et le matériel en anglais, c'est un peu hardware, n'est-ce pas? Donc, voilà le matériel nécessaire pour tout ordinateur. Il faut pouvoir taper, il faut pouvoir bouger le curseur et il faut avoir un écran. Voilà. Une autre image avec quelques autres possibilités. Une imprimante, très utile, je crois. Des manettes de jeu. Moi, j'ai une mémoire externe. Une connexion Internet pour nous est indispensable. Un webcam aussi, des fois. Beaucoup de choses que vous pouvez ajouter à votre ordinateur. Ici, vous voyez, au lieu de dire écran, il y a numéro 1, un moniteur, et ça, c'est la différence. Un moniteur, c'est comme ça, l'ancien style, si vous voulez. Un écran, c'est plat, comme ça. Donc, aujourd'hui, la plupart des ordinateurs ont des écrans, mais moi, j'ai un ancien ordinateur avec un moniteur, toujours. Et on peut dire haut-parleur pour le son aussi, un haut-parleur. Speaker, c'est un anglicisme. Le mot correct, c'est haut-parleur. Et un petit quiz pour vous. Je ne vais pas arrêter la vidéo pour faire cela, mais vous pouvez pousser pour arrêter la vidéo et essayer d'identifier les objets différents que vous voyez ici. Et peut-être il faut faire un peu de recherche même, mais ce sont des parties différentes du matériel des ordinateurs. Alors, dans le chapitre, encore une fois, on explique quelques éléments du matériel.
Alors, l'unité centrale, c'est le cerveau de l'ordinateur. Et vous avez RAM. RAM, c'est une sigle en anglais, mais c'est la mémoire vive de l'ordinateur ou juste la mémoire. Attention, il y a une différence entre mémoire et capacité de stockage. Votre mémoire vive, votre RAM, est effacée quand vous éteignez l'ordinateur. Donc, c'est plutôt ce qui donne la vitesse à l'ordinateur, la capacité à l'ordinateur d'ouvrir toutes les fenêtres que vous voulez, de faire les vidéos et autres choses, etc., etc. Mais ce n'est pas la capacité de stockage, combien d'octets ou gigaoctets vous avez pour garder vos documents. Donc, dans votre disque dur, vous avez une capacité de stockage. Et là, enregistrer, dans le sens officiel, c'est vraiment, par exemple, un CD, c'est vraiment d'enregistrer votre information pour la première fois. Et sauvegarder, c'est de mettre à jour votre information. Et là, il y a une faute sauvegarder. C'est de sauver, de sauvegarder votre information. Donc, quand on parle de mémoire, vraiment, on parle de capacité de stockage la plupart du temps. RAM, c'est quelque chose qui marche. Si ça marche, on n'y pense pas. Mais ça, c'est vraiment mémoire vive. Et quand on utilise le mot mémoire, vraiment, on parle de capacité de stockage. J'espère que c'est clair. Alors, d'autres aspects nécessaires pour l'ordinateur. Le clavier, donc pour taper, un dispositif de pointage. Normalement, c'est une souris, mais ça peut aussi être un pavé tactile. Et j'ai déjà expliqué la différence entre moniteur et écran, LCD, LED. Il y a plusieurs types d'écrans possibles, mais ça, c'est la préférence aujourd'hui. Alors, ça, c'était des choses nécessaires. Maintenant, les périphériques, des choses qui ne sont pas nécessaires, mais qui sont intéressantes. D'abord, un disque dur supplémentaire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'ai besoin d'une grande capacité de stockage et je ne veux pas perdre mes documents. J'aime aussi mon scanner, les clés USB indispensables, modem. Pour moi, indispensable aussi le routeur Wi-Fi. J'ai une imprimante et ce qui sort de l'imprimante, la feuille de papier qui sort de l'imprimante s'appelle un tirage. C'est un bon mot de vocabulaire. Il y a des imprimantes à laser ou à jet d'encre, bien sûr. Un lecteur de CD ou DVD. CD et DVD sont des anglicismes, encore une fois, mais assez acceptés. Si vous voulez le français, un lecteur de disque compact ou un lecteur de CD-ROM, voilà, et un graveur, c'est quand vous pouvez graver, enregistrer vos propres CD, vos propres DVD. Donc ça, ce sont des matériels périphériques. Voilà, des logiciels, donc software, si vous voulez, aussi nécessaires. Donc, il faut avoir un système d'exploitation, quelque chose qui commence l'ordinateur. Il y a des systèmes différents pour PC, Macintosh, etc. Et il faut avoir des logiciels d'application, les programmes dans votre ordinateur. Donc, nous allons parler des types différents. Les programmes sont aussi appelés les utilitaires parce qu'ils sont utiles. Et pour votre quiz, je vais vous demander de me donner des exemples des programmes différents. Donc, si je marque logiciel de traitement de texte, vous pouvez dire que c'est Microsoft Word, par exemple. Et il y a d'autres types, mais juste un exemple. Un tableur, c'est quelque chose qui donne une feuille de calcul. C'est comme Excel, par exemple. Logiciel didactique, cela donne une mise en page. C'est pour la micro-édition. C'est comme Microsoft Publisher, à mon avis. Ou Adobe, il y a une espèce de quelque chose avec Adobe. Et c'est publication assistée par ordinateur, ou c'est une édition.
Les logiciels de présentation, c'est comme PowerPoint. Logiciel de traitement d'image, là, c'est comme, je ne sais pas, il y a un programme pour Microsoft, mais j'ai oublié le nom. Avec mes images, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher dans mes possibilités. Et moi, je fais Shutterfly, mais c'est pas un logiciel Shutterfly, donc ce n'est pas un bon exemple. Avec Microsoft, je crois que Silverlight, est-ce que c'est ça, Silverlight? Vous pouvez me dire sur le quiz ce que vous faites pour traiter les images. Aussi, je fais juste Paint quelquefois. Je crois que c'est ce que je fais. Je fais Paint. Vous pouvez faire le dessin assisté par ordinateur ou la conception assistée par ordinateur, mais attention, ce n'est pas pour faire des graphes, ce n'est pas un grapheur, c'est vraiment pour traiter les images. Donc pour moi, je fais ça avec Paint, je crois, mais je ne suis pas très douée. Quand vous voyez ciel ou IL, ce sont des logiciels. Encore une fois, pour le quiz, je vais vous demander de me donner quelques exemples. Donc, partagiciel, c'est quelque chose que vous partagez. Vous voyez, le verbe est dans le mot. Gratuitiel, c'est quelque chose qui est gratuit. Synergiciel, il y a une synergie, n'est-ce pas? Espiogiciel, espion. Et ludiciel, c'est ludique, c'est des jeux. Didacticiel, c'est didactique, c'est pour l'éducation, c'est pour apprendre. Les logiciels pour apprendre. Donc, moi, j'ai Crossword Weaver, par exemple, qui me permet de faire des mots croisés pour les étudiants. C'est un didacticiel. Plugiciel, ou en France, vraiment, on fait module d'extension. Et progiciel, ça c'est quelque chose que les entreprises, c'est professionnel, c'est quelque chose que les entreprises utilisent comme un logiciel spécifique pour leurs besoins. Et mon frère en a, il y a des progiciels pour gérer les clients, pour gérer des ventes. Ça c'est un domaine vraiment, vraiment très important pour les entreprises. Alors les logiciels de communication, il y a les logiciels de navigation et les logiciels de mail. Et ça, c'est un anglicisme. On va parler dans un moment des deux. Mais de navigation, c'est peut-être Internet Explorer, Google, de mail, Outlook, etc. Et bien sûr, il y a des bugs tout le temps. Et il faut débugger votre ordinateur. Il faut faire très attention. Il faut utiliser la protection des virus, etc. Alors, un autre débat dans notre chapitre, c'est l'usage du mot Internet. Est-ce que c'est Internet ou l'Internet? Et ils ont fait de la recherche. Ils ont regardé plusieurs journaux très bien connus en France. Et ils ont trouvé que 58% du temps, c'est Internet sans article, nom propre, I majuscule. 42%, c'est l'Internet. Mais ils admettent que c'est mélangé même dans un article. Vous voyez les deux. Pour moi, ça dépend du contexte. J'ai tendance à dire l'Internet, mais selon le contexte, je fais Internet aussi. Donc, j'accepte les deux. Et vous voyez que dans la pratique, les deux sont très acceptés. Le net, c'est quelque chose que vous entendez aussi. C'est pas formal, donc c'est informel. Internet peut être un adjectif. Quand c'est un adjectif, c'est un variable et ça peut être un substantif. Et la personne qui fait quelque chose en ligne dans l'Internet, c'est un internaute ou une internaute. Comme vous voyez la personne qui explore l'espace. Ici, vous explorez l'Internet. Bon. Alors, pour accéder à l'Internet, il faut un matériel comme un ordinateur et un modem, peut-être ADSL. Il faut un logiciel comme Google, comme Safari, comme Explorer. Et il faut au Chrome, pas Google Chrome. Et il faut un fournisseur d'accès à Internet, un FAI.
ça c'est Cable One ou ça c'est la société que vous payez pour avoir accès à l'Internet et accès à votre réseau local. Vous pouvez avoir votre FAI peut utiliser une ligne téléphonique, donc c'est un réseau téléphonique communautaire. Vous pouvez utiliser le câble, quelquefois c'est sans fil, mais avec tous ces trois choix, vous voulez toujours le meilleur débit, la meilleure vitesse. Hein? Et c'est le haut débit quand c'est plus de 4 mégabits par seconde. Alors, en France, le câble, c'est vraiment dans les grandes villes. Et donc, souvent, les personnes doivent avoir une ligne téléphonique ADSL. ADSL, l'avantage de ADSL, c'est que c'est une ligne téléphonique, mais les conversations téléphoniques sont séparées. Donc, vous pouvez quand même avoir un haut débit avec une ligne ADSL et avec l'ancienne ligne téléphonique, avec le RTC, c'était plutôt toute la communication, tout l'accès Internet dans le même fil et c'était assez lent. Hein, c'était pas un bon débit. ADSL, c'est un anglicisme, mais c'est assez accepté si vous voulez RNA en France ou LNPA au Québec. Ça, c'est le terme officiel. Alors, le web. Le mot officiel, c'est la toile ou la toile mondiale, la toile d'araignée, TAM, hein, il y a beaucoup de possibilités, mais la toile, le plus souvent, c'est ce que je vois. N'oubliez pas que la toile, c'est une petite partie de l'Internet. L'Internet, c'est tout. La toile, c'est une partie. Pour accéder à la toile, il faut avoir un navigateur, un logiciel de navigation comme Chrome, etc. Et quand vous êtes au web, vous téléchargez les fichiers. Il faut taper le sigle HTTP, ensuite double point et 2 barres obliques et le reste de votre adresse. Mais nous savons que les navigateurs sont de plus en plus intelligents et maintenant, des fois, vous pouvez juste chercher ou taper le mot que vous voulez et vous pouvez voir votre page assez facilement. Alors, quand vous allez dans la toile, vous allez vers une page du web. Chaque page a des liens ou des hyperliens. Et voilà les mots de vocabulaire utilisés, des verbes. Hein. Vous pouvez feuilleter des pages, papillonner des pages, fureter, butiner. Hein. C'est parce que vraiment, quand vous êtes au web, vous ne lisez pas de la même manière que vous lisez un livre. C'est plutôt feuilleter. Browse, scan, lisez rapidement si vous voulez. Donc voilà quelques verbes qui expliquent ce que vous faites à une page du web. Explique en français. Comment est-ce que vous trouvez la page du web que vous voulez? Bon, il y a beaucoup de possibilités. Hein. D'abord, des moteurs de recherche. Et en fait, je vais vous parler rapidement. Il y a des annuaires et il y a des moteurs de recherche. Et cela change tout le temps. Annuaire, c'est Telephone Directory, mais c'est aussi un type de répertoire des sites, comme Yahoo. Et c'est classé hiérarchiquement par thème. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais moi, dans ma vie passée, j'ai dessiné des pages web pour des universités. Et nous, quand on crée une page web, il faut déterminer les mots-clés qui peuvent aider les annuaires à trouver votre page. Donc, j'ai travaillé pour une université, j'ai écrit comme mots-clés université, français, hein, etc. J'ai des amis qui ont écrit sexe comme mot-clé, mais c'était vraiment une page web pour le département de mathématiques. Donc, si vous allez dans un annuaire, c'est classé selon les thèmes et les catégories et les sous-catégories données par la page elle-même, par les personnes qui ont fait la page. Donc, dans le passé, et c'est un peu vieux ce système maintenant, mais ça existe un peu toujours,
si vous avez tapé sexe, par exemple, la page web du département de mathématiques de mon ami apparaîtra. Et peut-être vous avez eu cette expérience, vous cherchez quelque chose et vous dites, mais comment est-ce que cela apparaît ici? Ce n'est pas logique. C'est parce que quelqu'un, un dessinateur a dit, oh, je crois que ça c'est le mot-clé pour ma page. Okay? Donc, les moteurs de recherche cherchent dans le contenu des pages pour trouver des mots-clés. Ils ne croient pas ils ne croient pas aux personnes qui ont dessiné les pages, qui ont organisé les pages. Ils cherchent eux-mêmes dans le contenu des pages. Et c'est ce que Google fait, par exemple. Et donc, avec des moteurs de recherche, vous trouvez les meilleurs résultats plus rapidement qu'avec des annuaires de mon expérience, n'est-ce pas? Parce que si vous cherchez français, il faut que le mot français apparaisse dans la page elle-même. Sinon, Google ne va pas trouver la page. Et si vous voulez une page pour le français, c'est logique de penser que le mot français va apparaître dans la page, dans le contenu de la page. Bon. Alors, donc, on va utiliser un moteur de recherche pour cette raison. Et il y a des portails. Bon, un portail généraliste, c'est le point de départ. C'est là où vous commencez. Et si vous commencez avec Chrome ou avec Safari, vous avez leur page avec les horoscopes, les nouvelles, les actualités, toutes les choses qui se passent. Et ils veulent que vous choisissiez leur portail généraliste comme page de démarrage. La page de démarrage, c'est quand vous ouvrez Internet Explorer, c'est la page qui s'ouvre chaque fois. Hein? Donc, à Concordia, le portail de Concordia, la page d'accueil de Concordia, c'est la page de démarrage pour tous les systèmes à Concordia. Mais quand vous êtes chez vous et vous ouvrez Explorer, vous avez peut-être une page de démarrage différente. Hein? Il y a aussi des portails spécialisés comme Tennessee Bob's Famous French Links. C'est un portail spécialisé. C'est avec beaucoup. Un portail, vous voyez, donne accès à d'autres sites. Donc, Tennessee Bob, il vous donne accès à d'autres sites avec un contenu français. Une page d'accueil, comme la page d'accueil de Concordia, donne accès à d'autres pages de Concordia. Vous voyez, c'est toujours Concordia, mais Concordia a plusieurs pages. Hein? Vous voyez la différence? Avec Tennessee Bob, les sites, il y a plus de 10 000 sites différents et le portail donne accès à tous ces sites, mais ce n'est pas la même organisation, c'est beaucoup de sites différents. Okay, on a déjà parlé de ça. Concordia a aussi une intranet, c'est Banner, n'est-ce pas? Donc, l'intranet, c'est un portail au Seaport. Un portail sécurisé et fermé. Donc, quand vous allez au Seaport, il faut donner votre code, il faut donner votre numéro, votre mot de passe. Et ensuite, vous avez accès à l'information juste pour nous, c'est juste pour l'intérieur de Concordia. L'Internet, c'est l'extérieur. Intranet, c'est à l'intérieur. Et quelques organisations ont aussi des choses extranet, mais on ne va pas en parler. C'est dans les notes à la fin du chapitre si cela vous intéresse. Mais attention, il y a toujours des pare-feux. Donc, ce sont des choses qui bloquent les pages que Concordia, par exemple, peuvent être dangereuses. Et donc, il faut jouer avec les paramètres de votre pare-feu des fois. Alors, courrier électronique, un bon sujet. Les Français aiment dire que c'est un mail. Malheureusement pour vous, ce n'est pas un mot officiel. Donc oui, le mot mail existe et c'est très utilisé, mais ce n'est pas encore accepté d'une manière officielle. Donc, courriel, c'est le mot utilisé au Québec et la France commence à utiliser le courriel aussi. Vous voyez, courrier et mail, c'est une combinaison des deux mots.
Le courrier électronique, c'est classique, c'est toujours accepté et ça existe aussi en France. Donc, vous avez le courriel et le courrier électronique pour le mot officiel. Quand vous faites votre résumé, votre CV, vous pouvez faire mail comme ça. Ce n'est pas un substantif. Vous n'écrivez pas ça dans une phrase, mais dans l'entête de votre résumé, vous pouvez avoir, par exemple, vous avez téléphone et mail. Vous pouvez avoir les deux comme ça sur votre résumé avec votre adresse électronique. Vous voyez, et votre numéro de téléphone, par exemple. Okay? Vous pouvez mettre ça sur votre CV, mais bon, votre courrier électronique, vous avez une boîte à lettres. Il faut avoir un logiciel de courrier électronique. Il faut avoir un logiciel pour tout. Au Québec, ils disent un courrieleur. J'ai du mal à prononcer ce mot. Un courrieleur. Voilà. Et donc, c'est comme Outlook pour nous. Quelquefois, ça peut être domicilié sur le serveur. Ça, c'est notre webmail. Et attention, en France, dans le système de la justice, un courrier électronique a la même force que l'écrit sur papier. Donc, ce que vous écrivez dans votre message, c'est comme une signature. Hein? C'est exactement comme ce que vous écrivez sur une feuille de papier. Donc, attention. Avec le courrier électronique vient le spam. Ce sont des courriers non sollicités qui bloquent notre boîte à lettres. Et on cherche un mot, le mot français. Ils disent le spam. Donc, l'arrosage, c'est spamming. Bon. Polyposter, tout spam, surtout au Québec. Et il y a un grand débat pour comment parler de cela dans un français standard. Je ne sais pas qui va gagner, mais le mot pourriel est assez accepté comme spam. Spam est utilisé, mais ce n'est pas officiel. S'il faut faire une traduction officielle, vous faites pourriel. Et j'aime ça parce que je pense à la pollution et c'est quelque chose qui pollue. Donc pour moi, c'est un mot qui marche. Bon. Les communautés en ligne, il y a des listes de diffusion. Et dans le passé, une liste de diffusion, c'est comme un listserv, mais dans le passé, c'était où seulement une personne peut envoyer des messages. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais peut-être une bonne liste de discussion, c'est comme Merlot. C'est une liste sur la technologie et les choses françaises. Et mais vous ne répondez pas, vous envoyez des messages. Donc, les messages sont diffusés. C'est dans un sens. Vous recevez les messages. Les listes de discussion, c'est peut-être comme le listserv du Club français, n'est-ce pas? J'envoie des messages, mais les officiers peuvent envoyer des messages. Vous pouvez même envoyer des messages. C'est une discussion parmi les membres. Les deux sont souvent fermés. Il faut dire « Je veux recevoir votre information ». Voilà. Il y a aussi des forums de discussion ou juste des forums. Quelquefois, c'est par courrier électronique. Quelquefois, c'est sur le web. Donc, vous pouvez participer à un forum au Moodle, par exemple. Quelquefois, vous recevez des courriers électroniques pour le forum et nous avons ça. Il y a des forums filtrés où l'administrateur décide si le contenu est acceptable. Il y a des forums modérés où le modérateur décide s'il va accepter votre commentaire ou pas. Notre forum n'est pas filtré. Vous avez le droit de poster ce que vous voulez, mais de télécharger, poster c'est un anglicisme, de télécharger ce que vous voulez, mais je dirais que c'est modéré. Si je vois quelque chose qui n'est pas approprié, je vais effacer cela ou vous en parler. Et
au début, j'ai modéré vos commentaires et une fois que j'ai vu que vous étiez respectueux, j'ai arrêté de modérer cela de la même manière. Mais les communautés en ligne, comme les forums, comme les listes de diffusion, les listes de discussion, sont au ralenti. C'est pas en temps réel. Donc, ils se déroulent lentement. Une personne envoie un message, les autres répondent. Donc, il y a des délais. Si vous voulez dialoguer en temps réel, il y a le RIRC, les salles de chat, la messagerie instantanée ou au Québec, le clavardage, SMS aussi, des fois en anglais. Et les étudiants adorent ça aussi. Et nous n'avons pas de salle de chat pour cette classe, mais c'est vraiment un bon exercice. Peut-être on peut en avoir si vous voulez plus tard dans le semestre. Des binettes, des frémus, c'est ça. Bon. Sigle, c'est comme IRC, hein, Internet Relay Chat, c'est une sigle. C'est quand chaque lettre I représente Internet, R représente Relay, C représente Chat. Ça, c'est une sigle. Et ensuite, il y a des abréviations partout. Hein. Âge, sexe, ville, mort, de rire, rebonjour, s'il te plaît, hein, très très bien, etc. À la prochaine. Donc, dans le langage des textos, il y a beaucoup des abréviations. Et on va parler d'une étiquette dans un moment. Mais avec les abréviations et les pictogrammes animés et les binettes et tout cela, c'est un autre langage. Et je vais mettre une feuille sur les textos au muro. Et je vous invite d'aller au Twitter, hein, voilà, un hashtag que j'ai créé pour notre classe, un mot dièse que j'ai créé pour notre classe, ou mot-clic au Québec, et qui vous invite de partager avec moi vos textos préférés. Hein. Ici, c'est le langage des textos. Hein, et donc, voilà. Une chose essentielle quand vous êtes dans un cours en ligne comme le nôtre ou juste dans votre vie en général, il y a des règles de politesse. D'abord, même si vous pensez que vous pouvez tout écrire dans un cours et surtout dans les entreprises, il faut faire attention à votre orthographe. Hein? Ce n'est pas sauf qui peut et vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut faire attention à la grammaire et à l'orthographe. Désolée, mais c'est dans le livre et j'accepte ça. En fait, c'est mon expérience aussi. Mais ne corrigez pas les fautes grammaticales des autres. Alors, quelquefois, dans un cours de langue, je vais vous demander de faire cela dans quelques salles de chat pour apprendre une langue. Les personnes vont vous demander de corriger leur anglais ou leur français. Faites cela avec discrétion. Hein? Mais normalement, si ce n'est pas avec un but didactique, vous ne corrigez pas. Hein? C'est impoli. N'envoyez pas les messages hors sujet à quelqu'un. Donc, vous ne voulez pas envoyer les images de votre chat sur un forum sur le français, par exemple. Il faut faire attention à l'humeur parce que quand vous n'avez pas le langage corporel pour aider la compréhension, quand vous n'avez pas l'aspect visuel, il est très facile de mal interpréter quelque chose. Et attention aux binettes, hein, ils sont très jolis, mais c'est pas toujours bon pour quelque chose d'officiel. Okay? Donc, c'est à utiliser avec modération et pas vraiment avec votre patron, par exemple. Alors, et ça, c'est juste quelques exemples. Il y en a d'autres. Le blog, vous comprenez ça parce que nous avons un blog pour la classe, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Le livre a dit que c'était l'anté-communauté en ligne parce que normalement, c'est un auteur qui contrôle tout le contenu et invite des commentaires seulement s'il veut. Et c'est vrai, mais il y a d'autres blogs aujourd'hui qui sont comme le nôtre où il y a plusieurs auteurs qui communiquent et qui partagent des idées et qui ajoutent des choses. Mais
dans sa naissance, le blog était un moyen de publier pour n'importe qui, de publier n'importe quoi. Hein? Et c'était votre forum personnel en ligne d'écrire ce que vous voulez et vous n'avez pas besoin d'ajouter les autres. Mais aujourd'hui, on peut les utiliser pour inviter la communauté. Mais c'est intéressant, ce n'était pas l'idée au début. Le blog, c'est un type de réseau social. Il y en a beaucoup. Hein? Et vous connaissez les médias sociaux même plus que moi, j'imagine. Mais alors, deux choses que je voudrais souligner avec vous. Une présence média sociale est obligatoire pour les entreprises aujourd'hui. Il y a même des départements pour les réseaux sociaux. Vous pouvez faire cela comme une spécialité et c'est votre travail, c'est de donner un maximum de trafic pour l'entreprise, de rester en contact avec la clientèle de l'entreprise et il y a même des entreprises qui développent des stratégies de marketing pour leur, pas juste en ligne, pas pour la page web, mais pour les médias sociaux. Ils embauchent, il y a social media specialists maintenant dans les entreprises différentes. Hein, et vous êtes spécialiste des réseaux sociaux et votre travail, c'est une présence sur Facebook, une présence sur Twitter, sur Instagram, etc. Hein. Donc, si cela vous intéresse, ça peut être votre travail. Donc, ça, c'est juste pour quelques personnes. Peut-être pour de plus en plus d'entreprises aujourd'hui aussi. Mais pour tout le monde, sachez que votre présence personnelle au Facebook et au Twitter a des conséquences professionnelles. Hein? Ce que vous mettez au Facebook, même si vous éliminez cela plus tard, c'est toujours quelque part dans le web. Rien n'est secret, rien n'est privé. Quand vous mettez quelque chose au Facebook, il est là pour le monde. Et je sais qu'il y a des mesures de sécurité, mais il y a toujours des problèmes. Donc, surtout quand vous commencez à chercher un travail, vous ne voulez pas avoir une image de vous buvant de l'alcool à une fête avec vos amis. Vous voulez vraiment, dès aujourd'hui, commencer à maintenir et à avoir une présence professionnelle sur votre page de Facebook et votre page Twitter. Parce que même si vous n'invitez pas l'entreprise à être votre ami, les entreprises cherchent votre nom au Facebook pour voir ce qu'ils peuvent sur vous. C'est une réalité. Donc, je vous conseille de faire très attention. Alors, j'aime toujours les témoignages du livre et il a mentionné une chose. Nous avons parlé de beaucoup d'avantages de la technologie et que c'est une réalité vraiment dans nos vies. Mais qu'est-ce que vous faites s'il y a un problème de connexion Internet? Qu'est-ce que vous faites si Moodle ne marche pas? Hein? Il y a des problèmes aussi. Et encore une fois, hein, notre interlocuteur a parlé de l'importance des langues étrangères. Il parle combien? J'ai oublié 4 langues différentes. Ça, c'est notre compétition. Nous sommes en concurrence avec des Européens qui parlent, 4 langues, qui parlent plusieurs langues. Et donc, il est essentiel pour nous de continuer l'étude du français et d'autres langues pour vraiment pouvoir habiter dans le monde global et être citoyen mondial, mais aussi avoir du succès dans les entreprises. Alors, c'est la fin de ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, sauf que je vais mentionner les devoirs pour vous, c'est les traductions A et B, et c'est encore une fois, pour ce chapitre, il faut se concentrer sur le vocabulaire. Il y a des bonnes ressources. La partie 3 à la page 52, j'utilise le grand dictionnaire tous les jours parce qu'il a les mots officiels. C'est québécois, mais c'est super. Et j'ai trouvé que les notes à la fin du chapitre étaient aussi très utiles. Donc, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui et je vous souhaite du bon courage avec le vocabulaire et c'est un sujet qui nous touche tous
et j'espère que c'était intéressant pour vous. Alors, bonne journée et à la prochaine.